Nous commençons par Paul Ciblot, qui est professeur émérite à l'université Paul-Valéry III de Montpellier. Il est un habitué quand même du Québec. La première fois qu'il est venu, c'est moi qui l'avais invité. Et depuis ce temps-là, nous avons poursuivi une collaboration très fructueuse. Nous avons publié ensemble et j'ai été prof invité à Montpellier et au laboratoire de Praxilingue qui est devenu l'UMR 52-57 et qui se spécialise en analyse du discours, je crois. Alors, M. Ciblot a contribué à l'avènement et au développement d'une linguistique très particulière, une linguistique anthropologique qu'on appelait la praxématique. Et il travaille beaucoup sur la modélisation dynamique de la production du sens et plus spécialement sur la catégorisation et la dénomination et l'analyse de la formation discursive coloniale française. Alors, M. Ciblot est auteur de plusieurs livres, plusieurs articles, et il est très présent un peu partout dans la francophonie. Alors, je crois qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur le thème qui nous retient aujourd'hui, le vivre ensemble. Alors, Paul. Merci, Radi. Je ne vais pas trop m'étendre sur les prolégomènes, mais quand même, je voudrais remercier les organisateurs, présenter à tout le monde mes excuses. Je suis arrivé en retard. Je ne vais pas vous infliger la petite épopée qui a été la mienne. J'en suis le responsable en raison d'un déplacement à l'étranger qui a précédé ma venue. Entre-temps, il y a eu quelques mouvements sociaux. C'est l'euphémisme que l'on utilise en France pour dire qu'il y a eu des grèves à la SNCF. Donc, voilà, je suis bien content d'être parmi vous. Mais je dois dire en préalable que je ne suis nullement un spécialiste du vivre ensemble. Je ne l'analyse pas, je me contente d'essayer de le pratiquer. C'est déjà bien. Et donc, je vais essayer de répondre à une demande, sinon une requête de Francine Saillant, qui souhaitait qu'un linguiste intervienne en tant que tel, mais qu'il puisse également s'adresser au-delà de sa profession, de sa discipline. Et donc je vous épargnerai l'outillage technique, le jargon qui est le nôtre et qui nous est nécessaire, de telle sorte que les linguistes ici présents resteront sur leur faim et me reprocheront à juste titre mes généralités, et vraisemblablement ceux qui ne sont pas linguistes trouveront quand même qu'il y a un petit peu de problématiques linguistiques. Autrement dit, si je mécontente tout le monde, j'aurai le sentiment d'avoir rempli ma mission. Je vais donc vous parler de sémantique lexicale et de sémantique discursive. Avec ce petit déplacement que vient d'évoquer Radi, la sémantique, c'est l'étude du sens, mais à Montpellier, et nous revendiquons, je dis nous parce que si j'étais à l'initiative du groupe et le créateur de l'unité, c'était plutôt en tant que gestionnaire scientifique. Le travail qui s'est fait à Montpellier a toujours été un travail collectif. C'est le nous qui est ici exprimé. Nous avons choisi, à la suite de Robert Laffont, non pas de parler du sens, selon le terme ordinaire, mais de la production de sens. Ce qui est maintenant acquis, mais ce sera ma seule anecdote. Quand j'étais jeune assistant à Montpellier, où je venais d'être nommé, le directeur du département, Xavier Mignot, normalien, assistant d'André Martinet, qui avait fait la loi universitaire en linguistique pendant un certain nombre d'années, m'a interrompu en réunion des professeurs du département, parce que j'avais utilisé le terme de production de sens. Ciblot, il réprimandait un petit garçon malhabile. Je connais ce qu'est peut-être le sens, mais je ne connais pas la production de sens. Il n'en voulait pas entendre parler,
et c'est un terme qui est maintenant véritablement dans la vulgate scientifique. Et donc, je vais recourir à cette problématique, mais de manière allusive, en essayant, et je vous prie de bien comprendre la chose, non pas par pédantisme universitaire, mais simplement pour vous donner à comprendre la démarche que je m'efforce de suivre pour justifier les résultats de mes prospections qui ne tiennent pas à mon propos personnel, mais qui sont le résultat d'une réflexion dont vous aurez carte en main la démarche. Mon exposé sera en 3 temps. D'abord, des réflexions de sémantique lexicale, puis je passerai à travers une analyse de type morphosyntaxique très rapide à le discours, l'approche du discours, en vous montrant ou en essayant de vous montrer que ce sont 2 temps d'une démarche qui en fait est globale et qui ne dissocie pas la première partie de la seconde. Et je tenterai de rassembler ces idées, non pas dans une conclusion, mais dans un bilan. Dernier point, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai choisi, avec l'accord des organisateurs, de Célia en particulier, parce que je l'ai sollicité à plusieurs reprises et je l'en remercie, pour cet exemplier que vous avez entre les mains. Je ne vois pas comment, en analyse du discours, on peut travailler avec une projection à partir du numérique. Les textes sont beaucoup trop longs. Soit on les coupe jusqu'à les défigurer, ils ne permettent plus, surtout, qu'ils ne valent que, je ne sais pas dit par leur masse, mais par la représentativité de l'échantillon sur lequel on travaille, et il est impossible de faire défiler de si longs textes. Donc, cet exemplier, il aura l'avantage, si mon propos vous ennuie, vous pourrez lire les textes, sinon vous les lirez un petit peu plus tard, et surtout, il vous permettra, je l'espère, de vous convaincre que je n'ai pas des propos en l'air, mais que je m'appuie sur des discours. Alors, je reviendrai sur la construction de ce corpus en temps voulu. Alors, production de sens, qu'est-ce à dire? Eh bien, c'est parler de la dynamique qui nous permet de produire du sens et de ne pas considérer, comme on le fait depuis Aristote, qu'il existe du sens, qu'il est là et que nous le prenons pour construire nos discours. Vous savez très bien que la vulgate immédiate est de considérer qu'une langue est constituée d'un lexique qui rassemble tous les termes, et c'est effectivement la première preuve linguistique que nous ayons dans l'histoire de l'humanité avec des plaquettes d'argile faites en Mésopotamie, où nous avons des listes dont on a pu découvrir la fonction parce qu'elles étaient en 3 langues, probablement des répertoires utiles à des commerçants, et qui sont les premiers relevés lexicaux, qui sont les premières attestations métalinguistiques solides dont nous disposons. Et ensuite, il y a les règles syntaxiques qui permettent d'utiliser le... Ce n'est pas faux, mais c'est une schématisation bien trop sommaire pour rendre compte de la langue. Et pour bien vous montrer que nous ne pouvons pas dissocier cette partie lexicale de cette partie morphosyntaxique, mon propos va être en somme de tenter de résoudre l'équation: comment peut-on, avec un verbe plus un nom, avoir un verbe plus un adverbe, avoir un nom. Verbe plus adverbe égale nom, c'est mon problème, c'est ce dont nous allons essayer de parler. Je vais donc vous parler du vivre, parce que normalement, dans tout syntagme, c'est le verbe qui est prépondérant, de même qu'il est le nœud verbal de la phrase, il est aussi la tête, on dit la tête d'un syntagme nominal. Et en plus, l'adverbe vient comme pour spécifier le verbe, il est donc naturel de commencer par vivre. Et du point de vue grammatical, je passe sur l'étymologie. C'est une racine indo-européenne qu'on suit dans le grec et qui aboutit au latin que vous connaissez, vivere. C'est un latinisme en français.
Il est vraisemblablement très ancien parce que les notions de vie et de mort, on peut le présumer, sont absolument fondamentales. Et d'ailleurs, la définition de vivre, c'est être vivant, être en vie. Bon, on ne peut pas faire plus simple, c'est un constat de fait, par opposition à la mort. Ce n'est pas un propos, un truisme. C'est que quand on dit être en vie, c'est pratiquement dire être. Autrement dit, dans ce syntagme, le vivre a presque valeur de copule, c'est quasiment un équivalent de être, et ça a une incidence extrêmement... Vivre ensemble, être ensemble, la différence existe, mais elle est mineure. Le vivre ajoute la dynamique de ce que l'on lit à la vie, mais on dit, c'est exister que de vivre. Bon, donc on a véritablement cette base première sous la forme infinitive qui est substantivée ou nominalisée. Donc, je réfléchis ici sur la dénomination, c'est-à-dire telle qu'on la trouve dans les répertoires dictionnériques. Je parlerai tout à l'heure de ce que l'on appelle la nomination. Vivre est, comme tous les termes du français, polysémique. Saussure, vous le savez, mais il y a plus d'un siècle maintenant qu'il a fait sa théorie, poser un signifiant et un signifié. Ouvrez un dictionnaire et vous allez voir l'invalidation de cette proposition liminaire, puisque face au signifiant, vous avez toute une liste fort longue de signifiés qui sont plus ou moins hiérarchisés, et à l'intérieur duquel nous choisissons, nous régulons le sens qui nous convient lorsqu'on l'actualise, c'est-à-dire lorsqu'on le met dans une phrase et dans un discours. Donc, ce travail de régulation, nous avons pensé qu'il ne pouvait être abordé que de manière dynamique et que nous ne pouvions pas en rendre compte par un certain répertoire chronologique en général, avec également un passage du concret à l'abstrait, mais que ce répertoire ne nous donnait pas le fin mot de la construction du sens, puisque vous voyez bien que nous n'avons pas un sens donné, qu'il y a au minimum cette opération intellectuelle et linguistique du choix de la valeur particulière que nous actualisons dans notre démarche. Alors, ce vivre est sous la forme infinitive, ce qui veut dire, et ça c'est une particularité importante de l'infinitif, c'est qu'il a toutes les valeurs du nom. On dit que c'est la forme nominale du verbe. C'est la raison pour laquelle il pourra prendre tous les actualisations du verbe, du nom, et que nous pourrons avoir non seulement l'article, mais nous pourrons avoir un possessif. Simplement, vous le voyez bien, il ne prend aucune des marques du temps, de la personne, ni du nombre. Ce sont les marques linguistiques de son abstraction au sens propre, de son fonctionnement normal. Il y a un retrait que l'on observe au niveau morphologique, mais qui correspond à un retrait de la pensée elle-même. C'est-à-dire que lorsque nous utilisons un nom, et là l'infinitif à valeur nominale, nous le coupons absolument de toutes les déterminations qu'il a dans l'usage linguistique réel pour ne considérer que l'idée en elle-même, ce qui est une opération cognitive et métalinguistique qui ne correspond pas à l'usage ordinaire le plus fréquent, mais qui fait partie des opérations de langage tout à fait normales. Et il est évident que c'est cette abstraction qui a permis, qui a fait dire que l'on avait affaire à des substantifs qui disaient la substance des choses, c'est-à-dire ce qui subsiste, ce qui demeure, et ce qui a, alors je ne vais pas rentrer dans les considérations platoniciennes, mais qui a une valeur en soi qui est soustraite
à toutes les déterminations du concret. C'est un artifice de pensée parce que ce n'est qu'une forme, et ce n'est pas une soustraction. Dès que vous avez du sens, vous avez nécessairement, et a fortiori une production de sens, vous avez nécessairement une réinscription du terme linguistique dans les conditions de l'échange, c'est-à-dire de sa production à l'émission comme à la réception, dont toutes les marques linguistiques sont les attestations, et vous avez des valeurs qui vont découler de cette actualisation. Mais dès lors que vous considérez la chose au niveau du nom ou de l'infinitif, vous pouvez avoir l'illusion que l'on est dans l'être de ce dont nous parlons, donc d'un substantif. Et vous voyez que dans cette opération de soustraction vont pouvoir se glisser tout ce que l'on assigne à l'infinitif. Alors je ne reviens pas sur les réflexions que Radi vous a déjà présentées hier à propos du fonctionnement de l'infinitif dans un terme composé, le savoir-dire, le savoir-faire, et toutes ces formes. Je serai redondant par rapport à ce qu'il vous a déjà dit. Je passe maintenant à l'adverbe pour considérer ensuite le groupe nominal dans son ensemble. Alors, ensemble, adverbe, autrement dit un modificateur du verbe, qui soit l'infinitif ou pas. Pour le caractériser, on a l'habitude de faire différentes comparaisons. On compare le rapport du verbe à l'adverbe à celui de l'adjectif par rapport au nom, ou bien à celui du complément circonstanciel. C'est un circonstant. Donc, il est a priori second par rapport au verbe. En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela, parce que quand vous considérez le vivre ensemble, le rapport normal dans le groupe nominal s'inverse. C'est-à-dire que le vivre, qui est pratiquement synonyme ici d'être, d'exister, n'a que cette fonction de constat de l'existence, et tout porte sur l'adverbe, ensemble. Il y a donc un renversement. Tout ce dont vous avez déjà parlé, de ce dont nous continuerons à parler, porte essentiellement sur l'ensemble. Le vivre est presque une donnée initiale, même si le vivre implique la relation qui est inscrite dans la notion d'ensemble à laquelle nous allons venir. C'est le ensemble qui est porteur essentiel de la signification. Alors ensemble, une remarque qui me paraît vraiment importante et que je n'ai pas constatée dans les commentaires que j'ai pu lire, partiels, c'est qu'il y a une présupposition ensemble qui est à la fois sémantique, qui est syntaxique et qui est, me semble-t-il, au centre de l'analyse que je vais vous présenter. C'est que pour qu'il y ait la notion d'ensemble, il faut qu'il y ait au moins deux éléments. Si vous en avez qu'un, je ne vois pas très bien, parce que même si vous l'appliquez à un seul individu, pour que cette notion d'ensemble soit interne, il faut qu'il y ait deux aspects de l'entité qui soient concernés. Or, cette dualité, qui est donc un pluriel, me paraît véritablement être au nœud du sémantisme de l'expression. Vous le savez très bien, ça va être les relations entre ces mêmes et ces autres qui vont être la problématique fondamentale du vivre ensemble. Donc, une fois que nous avons dit ceci à propos du groupe nominal, vous voyez bien que quand je dispose maintenant du vivre ensemble avec ces notions minimales, ce qui va permettre une production de sens, ça va être la référenciation, c'est-à-dire le passage de cette conception extrêmement abstraite à travers mon discours à une application particulière, autrement dit, une référenciation.
En clair, pour le linguiste, parler du vivre ensemble, c'est se demander à quoi réfère le vivre ensemble. Bien sûr, il y a les modalités qui sont concernées, mais justement, ce sont les références que vous associez à l'expression qui sont le matériau sur lequel nous réfléchissons. Je vous donne deux définitions qui correspondent à la valeur du vivre ensemble qui est celle du vivre ensemble tel que nous l'utilisons, non pas seulement dans ce colloque, mais dans les discours et dans les pratiques auxquelles il se réfère. Donc c'est une valeur particulière sur 5 colonnes du Trésor de la langue française. Elle est répertoriée en C1C. Voilà la valeur. Donc cette régulation particulière du sens, encore sur un registre abstrait, ça figurera probablement dans les textes s'ils existent, mais voilà la définition que vous trouverez dans le TLF: établir un certain type de relation avec son entourage, avec la société. Phraséologie: vivre dans le même monde, vivre avec les hommes, vivre en bonne intelligence. Nous devons apprendre à vivre avec les autres, se comporter selon les règles, les usages dans la société, apprendre à vivre, apprendre la vie en société, enseigner les règles de la civilité. Vous avez reconnu tout un ensemble de thématiques que vous avez l'habitude de rencontrer. Il y a une petite spécification à l'intérieur de ce que je viens d'évoquer, c'est mener à l'intérieur de ceci un certain type d'existence, non plus en général, mais de manière... Alors, vous avez des spécifications adverbiales que vous connaissez: vivre bien, vivre mal, vivre sèchement, vivre petitement, vivre royalement, joyeusement, saintement, vivre dans l'abondance, etc. Bien vivre, mieux vivre, et vivre les uns sur les autres, qui est le dernier terme de la phraséologie. Alors, à partir de là, maintenant, nous allons essayer de réfléchir sur le fonctionnement du syntagme, de cette locution, et aborder maintenant ce qui nous intéresse ici, avec quelques remarques. Je ne peux pas et nous ne pouvons pas véritablement utiliser les dictionnaires et leurs analyses pour ce terme, pour la raison simple que c'est un néologisme trop récent. La plupart des dictionnaires, j'en ai compulsé une dizaine, n'ont pas d'entrée vivre ensemble. La plupart ne font pas même état de la nominalisation que signale le tiret qui symbolise graphiquement l'agglutination. Donc, de ce point de vue, n'ayant pas de définition, que faire? Nous sommes obligés, au niveau des dictionnaires, de nous reporter à la phraséologie, dont je viens de vous donner quelques exemples avec les définitions du TLF, qui sont des illustrations de formules récurrentes où la locution est couramment utilisée et atteste justement d'un usage. Il faut que l'usage devienne suffisamment prégnant pour que le lexicographe lui donne formellement une valeur à l'intérieur de l'article et plus encore une entrée particulière. Avec le vivre ensemble, nous n'y sommes pas. Donc, il y a de ce point de vue une limite. J'ajoute, mais c'est une hypothèse de travail, j'en ai la conviction, mais il faudrait que la comparaison se fasse avec le travail engagé par Hadi. D'une part, il me semble que le vivre ensemble est, pour ce que je perçois en ne travaillant que sur les discours français, tout d'abord un québéquisme. C'est un produit d'importation en France.
il n'est pas, à mon avis, il faudrait pousser les analyses de plus près, même si on a des occurrences bien antérieures. On a en particulier un fameux cours de Roland Barthes, mais dont la valeur est absolument idiosyncrasique. C'est la réflexion personnelle et individuelle de Barthes sur cette notion qu'il tire du côté de la philosophie. Ça a bien un rapport, c'est même le rapport du soi avec les autres, mais ça ne couvre absolument pas ce dont nous parlons ici avec le vivre ensemble. Mais ça montre bien quand même qu'il y avait des occurrences existantes. Et cette différence, on la relève et on la pointe dans une différence graphique immédiatement visible. Les usages du vivre ensemble sous sa forme nominale sont à peu près équilibrés dans les textes français avec les usages où le verbe et l'adverbe sont séparés et ne sont pas nominalisés. Ça signifie que l'usage du terme a été plus intense au Québec pour que son figement soit plus fort et qu'il soit marqué par le tiret. Il est encore un mot composé et le figement s'accroît. J'ai trouvé quand même une seule occurrence où ce figement atteint son terme maximal. C'est, alors, deux exemples très grossiers, excusez-moi, un terme de figement assez avancé, pomme de terre. Nul parlant français n'actualise dans pomme de terre l'image de la terre et de la pomme. Il voit exactement le légume, 2 kilos de pommes de terre s'il vous plaît, et ce n'est que par une analyse métalinguistique qu'il va retrouver, parce qu'il reste vivant, les notions de pommes et de terre. Par contre, si je dis gendarme, où la soudure est complète, il faut faire un petit effort, et l'enfant que j'étais a été stupéfait un jour de découvrir que les gendarmes, c'était les gendarmes, voilà, tout bêtement, parce que là, la soudure est telle qu'on a perdu, comme dans toute étymologie ancienne, un peu plus ancienne, les sources initiales. J'ai donc trouvé une occurrence du vivre ensemble complètement concaténé, sans plus même le tirer. Mais comme c'était dans un titre, on peut un titre d'association avec une majuscule, on peut supposer que c'était, sans faire entrer en ligne de compte les problèmes très complexes de l'IPI, l'Institut de la propriété industrielle qui couvre les noms de marques. Si quelqu'un a déposé pour quoi que ce soit, pour une association, pour un produit, le terme vivre ensemble, plus personne ne peut l'utiliser. Donc, ceci peut faire qu'on choisisse d'éliminer le tiret pour dire que c'est une notion nouvelle et originale et qu'elle n'est pas prise. Mais elle n'est possible que si vivre ensemble accolé continue de produire du sens. Je crois que c'est tout à fait le cas. Dernier point, avant d'aborder maintenant les données discursives, autre indice, ce sont les guillemets. Ils sont assez fréquents en français, pour ce que j'ai pu voir, mais là je suis prudent puisque je n'ai pas travaillé, ils sont beaucoup plus rares dans le français du Québec. En France, il y a vraiment une grande importance d'occurrences écrites qui sont, avec les guillemets, j'aime dire que les mots sont pris avec des pincettes. C'est-à-dire que c'est une quasi-citation que le locuteur ne veut pas prendre en charge, dont il ne veut pas assumer la responsabilité. Il ne s'engage pas dans l'usage de ce terme qu'il reprend tel qu'il l'entend sans se prononcer sur ce point. Alors, si on veut aller au-delà de ce que peut nous apporter la sémantique lexicale, on peut rentrer de manière un peu plus fine, en particulier au plan morphosyntaxique, mais je n'ai pas le temps, et il me semble que ce n'est pas l'objet, parce qu'il faudrait rentrer un peu plus dans l'analyse linguistique. Nous disposons maintenant
d'un ensemble qui est à la fois une forme morphosyntaxique et des éléments de sens liés à vivre et ensemble. Cette matrice initiale du sens, elle ne va le produire que mise en discours. Et nous sommes obligés à ce moment-là d'aller voir dans les discours quels sont les effets de sens pour imaginer ce que peut être le sémantisme, le sens produit en discours. Alors, on peut travailler sur des acceptions particulières, un auteur qui tient un discours avec une compréhension spécifique du vivre ensemble. Ce n'est pas, a priori, le travail du linguiste qui, lorsqu'il étudie des discours, n'étudie pas un discours, mais un ensemble des discours, et cherchant ce qu'on pourrait appeler une sorte de moyenne, qui va être représentative de la doxa, de l'opinion commune et du sens habituel du vivre ensemble. J'ai donc constitué un corpus de la manière suivante. J'ai pris le monde, l'explorant pour des commodités sur ses archives dans le web. J'ai pris une période de 6 mois, j'ai trouvé une quarantaine d'occurrences, ce qui est significatif, qui montre que le terme est en usage. Mais si vous considérez que les termes utilisés dans le monde pendant 6 mois représentent à la louche 25 millions de termes, vous voyez le taux de fréquence qui est approche de zéro. C'est un terme rare que le vivre ensemble. Il est prégnant dans les discours spécialisés, notamment en SHS et dans le domaine politique. C'est dans les journaux le domaine politique qui est le plus récurrent. À lui seul, il fait à peu près, le champ lexical politique couvre la moitié des occurrences que j'ai pu relever. Avec cette précision, une occurrence relève, parce qu'elle est polysémique, en discours, de plusieurs registres à la fois. Un exemple. Si je prends un terme comme un terme religieux, de catégorisation religieuse, je vais à la fois le trouver sur le registre de la thématique religieuse et bien évidemment sur le registre de la politique en général et sur son instrumentalisation par quelques discours particuliers. Donc si je fais des regroupements, je vais retrouver le terme à plusieurs niveaux. Donc ce registre de langue est important parce qu'il permet à des spécialistes de repérer à peu près le vivre ensemble, mais quand il est si peu usité dans la langue courante, vous voyez bien qu'il va couvrir, il va avoir un champ sémantique extrêmement large, d'autant plus que l'usage ne l'a pas précisé. Je vous propose de passer maintenant au corpus en soulignant que ce passage du lexicocorpus impose que nous parlions non plus de sens, de production de sens, nous en sommes d'accord, je l'espère, mais de représentation. Ce terme bateau que l'on trouve en psychologie, que l'on trouve en sociologie, que l'on trouve en sémantique et analyse du discours, pourquoi terme bateau? C'est comme ces grands mots du type culture. Monet avait trouvé 120 définitions du mot culture. Je ne crois pas qu'on en ait absolument autant maintenant pour vivre ensemble, mais nous n'avons pas là un noyau de sens bien établi, réperté par les usages dans les dictionnaires. Nous avons de toute manière de représentation. Le langage n'est que représentation. Mais quand on passe au discours, on a des représentations qui sont historicisées, socialisées, idéologisées, mais dont des recoupements permettent de tracer une topographie du domaine. Pour ce qui concerne les mots comme le discours, sans rentrer dans les détails, je vais introduire dans la linguistique une problématique qui vient des psychologues, et plus
développement, plus précisément des cogniciens. Ils se sont aperçus au niveau des mots que les catégories du langage, telles qu'on se les représente depuis Socrate, c'est-à-dire avec un système d'exclusion. Or, ceci n'est pas une chaise, mais un fauteuil, parce que ça a des accoudoirs. Donc, c'est ceci. Mais en fait, la réalité est beaucoup plus souple que ça. Il y a des chaises qui sont un peu plus chaises que d'autres. Si vous présentez... Alors, une chaise, c'est quoi? C'est un siège avec 4 pieds et un dossier. Mais si vous présentez une chaise Knoll avec un pied, oui, c'est une chaise, mais la première fois où l'on va voir, on la voit peut-être très belle, mais elle n'est pas tout à fait conforme à ce dont nous avons l'habitude. Et c'est la raison pour laquelle, pour les nouveaux produits de ce marketing, on essaie d'inventer des mots. Ça veut dire que dans nos représentations, à l'intérieur du sémantisme des mots, il y a quelques objets typiques, des prototypes, qui caractérisent très bien. Ici, je demande à un garçon ou une fillette de 7-8 ans, dessine-moi une chaise. Ils ne vont pas me dessiner une chaise Knoll, mais le modèle définitoire que je trouve d'ailleurs dans le dictionnaire. Autour de ce prototype, c'est-à-dire de cette représentation centrale, qui correspond au dénominateur commun de l'ensemble de la catégorie, vont se distribuer des termes qui sont semblables, qui sont proches, les synonymes. Les antonymes qui comprennent la même notion mais marquée de négativité, et puis de plus en plus flou, de plus en plus large, des associations d'idées, des corrélations dont on s'aperçoit en pratiquant les discours et en les repérant. C'est l'objet de mon travail. Donc, j'y viens maintenant. Vous avez un répertoire, non pas un répertoire, un recensement des articles dont j'ai extrait quelques phrases, pour des raisons tout simplement pratiques. Ce qui est déjà une altération. Pour que nous ayons pleine saisie de la régulation du sens qui se fait dans ces citations que je vous propose, il faudrait que nous ayons des textes plus larges, il faudrait que nous ayons les conditions d'énonciation, il faudrait que nous ayons l'idée du public, parce que l'intention participe de la régulation, et que nous ayons une vision plus large du contexte, c'est-à-dire les relations dialogiques, polémiques en général, que le locuteur sur un sujet pareil entretient, ou en tout cas différentialiste, avec d'autres locuteurs. De cela, nous ferons ici abstraction et nous nous centrons sur le thème, enfin la notion prototypique qui est au centre. Alors j'ai essayé de regrouper en, disons, domaines qui sont hétérogènes, mais pour essayer de ne pas présenter un listage trop hétéroclite, ce qui relève essentiellement du champ politique, mais on trouvera ailleurs, ou vous trouverez ailleurs, des occurrences qui relèvent bien évidemment du champ politique. C'est le premier. Aussitôt après, c'est le domaine religieux qui apparaît prégnant. Il y a un domaine particulier qui est celui de l'urbanisme et de l'habitat pour deux raisons particulières. D'une part, c'est dans ce que l'on appelle les cités, les quartiers, les banlieues qu'en France, on dit maintenant les conflits ethniques, mais en fait, c'est tout à fait impropre, c'est déjà un jugement. Bien sûr qu'ils ont une dimension ethnique, mais ils ont au préalable, et plus fondamentalement, une situation de difficulté sociale et une composante économique, sans pouvoir le démontrer, ça c'est une conviction citoyenne, une des dimensions de l'usage du vivre ensemble en France, ça a une fonction d'occultation des dimensions économiques et sociales. C'est la raison pour laquelle nous avons, et très bien situé sur l'échiquier politique, un registre critique à l'encontre du vivre ensemble qui trouve des assises aussi bien, je vais très vite, à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche.
Là, il y a un rapport critique, mais qui tient à cette occultation, et mis en avant et focalisé, disons, la dimension religieuse d'une part, et d'autre part, la violence et la conflictualité. Ce sont les deux ressorts, et pas seulement des instrumentalisations politiques, malheureusement également de l'ensemble de la presse française. Il y a une tendance chez les médias à dramatiser tout, mais particulièrement ceci, et à jeter de l'huile sur le feu. Bon, là, ce sont des considérations générales où le linguiste va vers le référent et quitte un petit peu la forme sur la linguistique du langage sur laquelle il travaille, mais vous voyez bien que pour moi, ce sont presque de l'ordre de l'évidence. Donc, ce rapport critique, le multiculturalisme il correspond à la diversité, justement, des groupes en contact. Ah, j'ai oublié de vous dire pourquoi la prégnance de l'habitat, parce que c'était le lieu, mais parce qu'il y a eu aussi toute une série de politiques publiques pour des tentatives de remédiation avec des investissements financiers importants, notamment au niveau des villes, d'où une production de discours particulier. Le domaine de la culture. Alors pourquoi le domaine de la culture? C'est un petit peu curieux, mais je pense que là, ce sont des communicants qui se sont servis d'un effet de mode. Je ne veux pas dire que la visite des musées aux différentes couches de la société soit inutile, ni qu'elle participe au vivre ensemble. Mais en faire une mission et en faire tout un plat au niveau du ministère de la Culture, ça me paraît une utilisation quelque peu opportuniste. Donc il faudrait analyser d'une manière spécifique cet usage. Je termine, si vous le voulez bien, avec la 4e page qui a été reprise cette nuit même et que Célia a bien voulu retirer. J'avais eu du temps pendant le long voyage, que vous savez, pour remettre ou tenter de remettre un petit peu en ordre les termes associés que je suis allé pêcher dans les discours, faute de pouvoir les trouver dans les dictionnaires. Et ceci me permet, il me semble, de vous proposer, et sauf erreur de ma part, c'est, disons, une innovation théorique et analytique que je vous présente. Je ne connais pas de précédent dans ce genre de démarche. C'est-à-dire que la collation des termes associés chargés de véhiculer les représentations me semble, je suis prudent, c'est un travail en cours, je viens de vous le dire, et ce sont des hypothèses de travail. Mais ce recensement, ordonné comme je vous le propose, me semble permettre de dégager le discours prototypique minimal de ce qui est tenu autour du vivre ensemble en France. Autrement dit, c'est la doxa, sous sa forme minimaliste. Je reprendrai cela de manière plus attentive, mais si les linguistes, ça sera ma conclusion, si les linguistes y parviennent de manière tout à fait probante, ici c'est un état des travaux, nous aurions peut-être la possibilité là d'avoir un outil d'investigation de ce que l'on appelle les idéologies appuyé sur des marques linguistiques, donc sur une objectivation, et ce ne serait plus un commentaire idéologique sur d'autres commentaires idéologiques, ni des positions polémiques ou militantes. Donc, le vivre, donc ce verbe presque un auxiliaire d'existence, qui présuppose cette dualité, de même est un autre, c'est une présupposition logique qui trouve immédiatement sa traduction lexicale dans les notions multiculturelles, le pluriethnisme, des communautés, je pourrais très certainement développer. C'est le constat initial dont on peut considérer ici qu'il n'est pas chargé, qu'il n'est pas marqué de qualification précise. Deuxième constat, il est
dans l'état actuel de la société française, objet de tensions, de heurts, de conflits, d'agressions, etc. Si vous transposez la chose au plan social, aucun problème, et toute la littérature française est là pour le montrer, comme tous les textes et comme tous les mouvements sociaux. Dans le champ social, la difficulté du vivre ensemble, elle a abouti à tous les troubles politiques que nous savons, et toute l'histoire sociale française est faite de ces tensions qui ne sont plus ethniques, qui sont sociales. Alors, quelle est l'analogie? Quelles sont les différences? Il faut bien constater que pour l'essentiel, il y a une coupure actuellement dans les discours sur le vivre ensemble, dont je ne crois pas qu'elle soit accidentelle ni innocente. Mais il faut aller plus loin pour voir cela. Qu'est-ce qui me le fait dire? C'est que si nous prenons, alors c'est en italique, toujours dans le champ B, je l'ai mis en italique, ici c'est le discours de l'extrême droite et en particulier du Front National, dont le slogan a été chômage, immigration, insécurité. Je ne développe pas, mais en tant que linguiste, j'ai attaqué la formule, je me suis trouvé traîné en diffamation et nous avons gagné pour la première fois un journal quotidien du Languedoc, le Grand Journal, 98% de la diffusion, a perdu un procès en diffamation. Ça m'a fait quand même perdre 1 an et demi de recherche. Mais chômage, immigration, insécurité, c'est le slogan du Front National. Et si vous regardez toute la liste des termes qui montrent un certain nombre de thématiques et de développement, eh bien, vous allez retrouver toute la matrice discursive du discours actuel du Front National ou de quelque autre mouvance. Avec, je vous le signale, ce qui me paraît un emprunt aux Français du Canada, le grand chambardement dont l'extrême gauche fait des gorgées chaudes. Alors, qu'est-ce que c'est? Pardon, le grand changement, c'est la reprise, me semble-t-il, de l'acadien, du grand chambardement. C'est tellement semblable et ça correspond tellement à la même idée que je présume, sans pouvoir vous l'affirmer, qu'il y a eu là un transfert. Qu'est-ce que c'est que le grand chambardement dans le discours du Front National actuellement? C'est la substitution d'une population étrangère à la population d'origine. Ce n'est pas négligeable. Actuellement, les intentions de vote donneraient, dans des présidentielles actuelles, 51% à Marine Le Pen. Le sondage valent ce qu'ils valent, mais ça nous donne quand même une idée de l'importance de la thématique du vivre ensemble quand justement elle prend en charge tout le malaise social pour l'inscrire dans ce type de discours. Ensemble maintenant, on en revient à quelques glosses de la définition que nous avons vue, du lien entre deux ou plusieurs, pour, bien évidemment, aboutir à une démarche qui met en forme cette idée abstraite et générale de ce qui serait en commun, qui serait conjoint, qui se ferait ensemble, une suite d'échanges qui aboutirait à un résultat satisfaisant. Je reprends l'expression rousseauiste du contrat social. Autre discours, autre formation discursive particulière, en italique, dans l'avant-dernière colonne, qui là est à imputer à l'autre pôle, celui de la gauche, et je vous signale que le « tous ensemble », c'est le slogan des manifestations de la CGT. Alors, il est d'une manière tout à fait spécifique inscrit dans cette mouvance et il reprend, mais avec une régulation particulière de sens et qui n'est pas liée au vivre ensemble dans ces difficultés interethniques, mais qui a quand même cette dimension. Il y a chez les syndicats actuellement un effort spécifique pour intégrer en particulier le prolétariat, voire le sous-prolétariat venu des différentes migrations.
le vivre ensemble, et nous arrivons, et ça sera ma conclusion, à ce qui nous intéresse ici, ce serait le vivre ensemble positif, avec tout un ensemble, toute une série de discours qui le célèbrent, qui le soutiennent, évidemment des quasi synonymes, coexistence, cohabitation, coopération, collaboration, un domaine particulier et qui est beaucoup plus développé au Québec, pour ce que j'ai pu en lire. J'ai des exemples de discours, mais je n'ai pas le temps d'en parler, qui est le domaine éducatif. Il est actuellement en train d'entrer dans l'usage français, mais c'est quelque chose de très récent, à 2 ou 3 ans, pas plus me semble-t-il. Et puis vous avez, c'est la fin, soit une description irénique, idéaliste, de ce que serait le vivre ensemble, tel qu'il pourrait être réalisé dans le meilleur des mondes possibles, et qui se conclut, si vous regardez la fin de la colonne, soit par les grands principes républicains, soit par ce que l'on pourrait appeler les grands principes chrétiens. Ils sont ici étroitement mêlés, ce qui me paraît correspondre à un fond culturel assez général en France. Vous retrouverez redistribués à l'intérieur de ces regroupements qui ne sont pas thématiques, mais qui sont dégagés du discours et qui ont chacun une fonction particulière, les termes du relevé des citations dans le monde, ils sont redistribués sous les mêmes termes, ce qui me permet de conclure par cette phrase qui me paraît rassembler la doxa des discours sur le vivre ensemble en France. Nous avons désormais, et je glose, nous avons désormais, du fait de la mondialisation, du fait de la circulation des personnes, du fait des migrations, nous avons une diversité multiculturelle qui fait une nouvelle société qui entraîne, pour l'instant, faute de mieux, faute d'une longue tradition. Alors je peux gloser dans une France qui a constitué son identité historique sur un même territoire, sur une même langue, sur des mêmes usages, donc qui est cause de tensions, de conflits, cause de xénophobie et de racisme. Je ne marque pas ici la greffe du discours spécifique de l'extrême droite. Parce que, justement, cette liaison, ce lien social, cette cohésion sociale que nous avons lorsque nous réussissons à faire des choses ensemble, est mise en défaut par ces conflits. Il faut, et l'on passe à la construction positive, il faut écouter, dialoguer, je vous laisse la suite, pour arriver à un accord, à un contrat social qui permette une cohabitation heureuse. Et là, vous avez en eux un discours qui est, je vais dire, assez général, mais qui n'est pas partagé par tout le monde, qui est celui de la République telle qu'elle peut être conçue dans l'héritage socio-historique de la République une et indivisible, autrement dit homogène, qui est le discours de l'intégration. Mais c'est un discours qui, hormis des positions particulières, est dominant. Et si nous réussissons cette intégration, alors voilà la société que nous aurons. Je mettrai un petit peu mieux en forme ce que je viens de vous dire, mais je pense qu'on peut aboutir à une phrase prototypique qui résume au plus étroit le discours standard doxique qui se tient ou qui est à la base sous-jacente des différents discours tenus. Je vous remercie. Alors nous passons à une période de questions. Je vous laisse la parole. Et ceux qui veulent poser des questions vont au micro.
commencer. Je n'ai pas très bien compris en quoi vous dites qu'il y aurait un québécicisme autour de ce terme « vivre ensemble ». Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre proposition. Merci. Moi-même, je ne suis pas sûr de la chose. Je ne l'invente pas, mais je vous la présente comme une hypothèse. Elle ne peut être confirmée que par une étude attentive des textes et de la chronologie. On pourrait travailler sur l'oral, mais il faudrait aller chercher les enregistrements. Donc, je pense que les corpus de presse sont assez significatifs et ils doivent avoir des dates. Peut-être aussi les textes analytiques en sciences humaines et sociales. Je suis absolument sûr, mais là il faudrait des chiffres, il faudrait l'attester, que le vivre ensemble, en tant que terme, a eu un usage bien plus tôt et bien plus, comment dirais-je, répandu au Québec qu'en France. Et c'est de là, me semble-t-il, qu'il a été en grande partie initié en France. Pourquoi ? Vous avez, me semble-t-il, au Québec, de longues années d'efforts de gestion des différentes composantes de la société ou québécoise ou canadienne. En France, nous avons beaucoup plus de difficultés pour des raisons historiques. Une terre d'immigration ne gère pas sa population de la même manière qu'une société qui prétend à une existence plus que millénaire. C'est l'hypothèse que je formule. Alors, un québéquisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un transfert d'une notion linguistique à une autre ère linguistique, avec en général des variations. Je ne suis pas sûr, et je suis même à peu près certain, que le vivre ensemble au Québec a produit des régulations de sens qu'on ne va pas trouver en France et réciproquement. Est-ce que j'ai répondu à votre notion de québéquisme sans pour autant l'asserter de manière formelle? Je vous dis que c'est une conviction, et non pas là de citoyen, mais de linguiste. Il faut apporter les preuves. Oui, est-ce que je peux apporter une précision? C'est que, effectivement, pour la raison, lorsqu'il dit que le mot vivre ensemble est plus fréquent, plus disponible au Québec. Et ça, j'en ai fait les études statistiques pour montrer que le terme, il est plus dense, il circule plus. Et en France, on a plus le terme faire société. C'est l'expression faire société qui apparaît le plus en France. Par contre, là où le vivre ensemble au Québec et en France se différencie, et il y a une différence, c'est que il me semble qu'il y a des actualisations de sens qui sont beaucoup plus présentes au Québec qu'en France. Alors, je pense que c'est des programmes de sens qui sont travaillés différemment en France et ici, mais que le terme, et de plus en plus, le terme est parti du Québec pour être dynamique en France. Donc, au départ, on ne voyait pas le terme en France, faire société, c'était ça le mot pour dire lien dans le républicanisme. Et de plus en plus, on se rend compte que le terme qui est plus dense au Québec commence à surgir en France. C'est ça. J'ajoute, et je pense que nous serons d'accord, là nous travaillons sur les différences, mais bien évidemment, dans le champ de la francophonie, il y a une part sémantique prépondérante commune. Et moi, ce qui me semble de plus en plus surgir, et depuis qu'on réfléchit, et surtout avec la communication de M. Laplantine, j'ai l'impression que nous avons une représentation cognitive du vivre ensemble à partir d'un noyau qui est vivre. Alors que je crois que vivre, je vais creuser cette option, c'est que vivre devient pour moi un déterminant par rapport au ensemble. Ensemble, à mon avis, semble de plus en plus se détacher comme le noyau du mot,
alors c'est ensemble et vivre. Alors c'est comment être ensemble et vivre, et non comment vivre et être ensemble. J'ai l'impression que ce qui devient l'enjeu de la discussion, c'est comment être ensemble, et non plus vivre et être ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose qui commence à se dégager. J'ai l'impression que l'élément, c'est l'ensemble, c'est quoi? Mais vivre, on vit. Et donc, comment se définit maintenant l'ensemble? C'est ça, à mon avis, qui devient l'enjeu cognitif. Oui? Oui, bonjour. Ben justement, moi, j'ai toujours pensé que c'était ce dont on parlait, qu'on mettait plus d'emphase sur l'ensemble que sur le vivre. Puis avec cette lecture-là, c'est pour ça que je pense aussi qu'en France, on arrive à intégration. Ou intégration aussi n'a pas la même signification au Québec qu'en France. Ou au Québec, intégration part à la base d'une idée multiculturaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée d'assimilation à la base. Donc, je ne sais pas, c'est comme ça que j'arrive à saisir le vivre ensemble quand je le situe dans l'ensemble et comment le ensemble est soutenu politiquement par toutes sortes de pratiques aussi qui ont des univers donc historiques différents. Je suis absolument d'accord avec vous. La conception de l'ensemble, la notion ensemble, ne me paraît pas être tout à fait la même dans ce champ-là, au Québec et en France, pour les raisons historiques que j'ai suggérées. Je suis tout à fait d'accord. Il reste maintenant, ça me paraît immédiat et évident, et il y a des raisons historiques à cela, mais en bonne règle, il faudrait maintenant prendre les textes, entrer plus finement dans l'analyse et montrer que les argumentations tenues par les uns et par les autres tiennent d'une part un modèle d'homogénéité, d'unicité, et d'autre part, au Québec, acceptent et intègrent dans l'Union une pluralité, ce qui n'est pas encore le cas. Bien, des travaux intéressants aussi, c'est tout ce qui est fait sur le bilinguisme, justement, puis peut-être c'est pour ça cette idée de vivre ensemble à l'école, comment toute la dimension scolaire aussi a... Bien, je ne sais pas jusqu'à quel point le terme « vivre ensemble » est vraiment apparaît là, dans les livres là, au Québec du côté de l'éducation, mais je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là, parce que la question du bilinguisme, elle est présente. C'est toujours une pratique, surtout je parle de Montréal, là, évidemment. Il faut peut-être distinguer là, toutes les régions du Québec, mais les linguistes se sont déjà beaucoup penchés sur cette question-là. Ouais. Merci. Oui. Une question avant et après Jean. Moi, j'avais une question qui reprenait un peu ce qui a été soulevé. J'avais vraiment l'impression, en lisant le tableau de la page celle-ci, qu'effectivement, dans la colonne de droite, le vivre ensemble, tel qu'il apparaît dans les données que vous avez recensées, est un vivre ensemble qui parle beaucoup de normalisation. Et ça, c'est un discours sous-jacent qui est... Du moins de normes. De normes, en tout cas. De normes, c'est ça. C'est ça. Pas tout à vraiment, fait. Et comme vous le soulignez, c'est pas vraiment le vivre ensemble que l'on comprend autrefois. J'abonde dans votre sens, et il devrait y avoir comme norme supplémentaire, mais objet justement de débat, et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas inscrite dans cette vision unanimiste, c'est la laïcité. La laïcité qui est objet à la fois de mise en cause par des références religieuses, que ce soit dans le domaine chrétien ou dans le domaine islamique, et qui est récupérée par l'extrême droite comme argumentation d'exclusion du domaine musulman. Donc là, c'est aussi un nœud discursif qui m'a empêché de le mettre dans ce champ uniquement positif. Oui, Jean? Je voudrais prolonger la discussion puis vous poser une question. Je trouve que votre intervention nous ouvre, nous oblige à partir de la construction du fait que vous avez pointé dans les formations discursives, le vivre ensemble, à quoi ça réfère. Il me semble que ça, enfin en tous les cas à moi, ça m'oblige
à mieux comprendre la différence dont on parle sur la référence du signifié au Québec et en France. Et je vais vous suggérer ou nous suggérer une hypothèse, tout en acceptant parfaitement vos constats sur la fréquence, sur l'aspect tardif de l'usage du vivre ensemble. Il me semble que chez nous, le ensemble, comme vous le pointez, qui lui donne sa teneur de signification, ne peut pas se comprendre sans la référence à l'idéologie républicaine, d'une part, et à l'apparition relativement tardive de la notion de démocratie. Et on l'a bien vu avec les positions, par exemple, de Régis Debray, à un moment donné. On voit bien que soit on met l'accent sur la République, et alors, à l'école, c'est la blouse grise, et tout le monde est identique, et tout le monde est semblable, et on ne tient pas compte des diversités. Et on voit bien que derrière un certain nombre de philosophes, Debray, Fontenay, il y a une concentration, une cristallisation sur une idéologie dont on peut se dire qu'elle est aujourd'hui en grande fragilité, alors qu'à l'inverse, on met l'accent sur la démocratie, c'est-à-dire sur la possibilité des minorités visibles ou invisibles, des minorités qui ne se retrouvent pas forcément dans la République, de prendre une place dans le social. Et qu'en réalité, ça a disparu aujourd'hui, et je pense que vous avez mis un accent sur ce qui est cette opposition République-démocratie, elle a un peu disparu. En revanche, ce qui est apparu, et je trouve que là, votre exposé l'éclaire d'une manière structurale, linguistique, et je fais référence à une opposition qu'on voit arriver à travers un géographe qui s'appelle Christian Guilly, qui montre à quel point, alors c'est aussi un objet de conflit, qui montre à quel point il y a l'oubli des conflits socio-économiques pour ethniciser les problèmes. Et alors l'hypothèse de Guilly, qui est d'ailleurs reprise en partie par le FN, est de dire on émerge de nouvelles classes populaires qui sont les petits blancs, qui se distinguent par le fait qu'ils quittent les métropoles pour des raisons socio-économiques, et que ce sont les premières victimes de la mondialisation. Donc il y a une espèce de dérapage ou de décentrement des problèmes. Comme vous l'avez signalé, ce ne sont plus les questions socio-économiques qui sont à mobiliser pour la cohésion du vivre ensemble, ce sont ces questions plutôt ethniques, plutôt culturelles, et c'est la raison pour laquelle je crois que l'usage des politiques ou de la culture du mot vivre ensemble n'est pas tellement une question de communicants, mais d'idéologie profonde et de faillite de la démocratisation culturelle. Mais on en reparlerait. Merci, monsieur. Je suis absolument d'accord avec vous. Je pointerai quelques petites nuances. Entièrement d'accord pour la République. Liberté, égalité, fraternité, on le trouve dans ce registre final du positif. Pour ce qui concerne, d'ailleurs, entre parenthèses, je n'ai pas trouvé lien social, alors que c'est probablement le synonyme le plus proche. Quel est le sens de cette substitution à une notion, pour ce que j'en sais, fondamentale en sociologie? Elle disparaît. Est-ce qu'elle est remplacée? Mais si elle l'est, pour quelle raison? Là, c'est une question que je pose et pour laquelle je n'ai pas de réponse. Le fond du problème, je crois, c'est que la République, avec sa centralité parisienne, héritière de la monarchie absolue, a construit la République sur un modèle unique, centralisateur. Robert Laffont parlait pour la Constitution de la France parce qu'il était languedocien et porteur de toute une histoire dans son champ scientifique et de toute une langue de colonisation intérieure, ce qui est une réalité historique. Donc ça a été imposé par la force. Je ne développe pas, mais les méthodes utilisées pour construire la France ne diffèrent pas beaucoup de celles utilisées pour construire l'Empire. Ça, c'est quelque chose de tout à fait oublié et méconnu, et pourtant central. Mais le problème, alors je ne vais pas dériver, dans le champ colonial ne s'est pas posé,
il a été le problème du champ colonial, précisément. Cette séparation, cette ségrégation de principes. Et ce système de pensée, il n'est pas sans incidence, c'est un des héritages dans l'idéologie française. On ne va pas tout faire dériver de cela, mais c'est une des composantes. Donc voilà quelques petits codices que j'apporte, mais fondamentalement, je suis tout à fait de votre avis, monsieur. Oui, Célia me demande d'arrêter pour qu'on puisse passer. Il y aurait eu beaucoup de choses à dire, Paul. Merci. Hein,